Bonjour, c'est Rodrigue. On se retrouve aujourd'hui devant un PC IBM, mais c'est pas le même que la dernière fois. C'est un 5162 celui-ci. Donc c'est un PC, c'est un espèce de croisement que IBM a fait avec une carte mère 286 dans un boîtier XT. Cette machine a par ailleurs un coprocesseur mathématique, ce qui est intéressant mais pas plus utile que ça. Sur ces machines, à moins de faire du Lotus 1, 2, 3. Bref, cette machine, je l'ai sortie parce qu'elle a encore quelques soucis. Le premier étant que son lecteur Amiga 2 ne fonctionne pas. J'ai pas réussi à aligner les têtes. Quand j'aligne la piste 0, c'est la 40 qui n'est plus en place. Si j'aligne la piste 40, c'est la 0 qui n'est plus en place. Donc j'ai une bonne idée de quel est peut-être le problème. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le démonter et je vais le réparer en vidéo, quoi, ou au moins essayer de le faire. Le deuxième problème qu'a cette machine, c'est qu'elle ne sauvegarde pas son setup. Elle a une pile, j'ai mis une pile neuve, je l'ai encore vérifiée, elle est bonne, la pile elle fait bien 6 volts, elle fait même davantage, elle fait plutôt 8 volts que 6 parce qu'elle est presque neuve. Si je mets alors la machine et que je configure tout son setup pour qu'elle puisse booter, elle va marcher toute la journée. Je peux l'éteindre, la rallumer 2 heures plus tard, elle va fonctionner. Par contre, si je l'éteins ce soir, demain, j'ai plus de setup, je suis obligé de toute la reconfigurer. C'est pour ça que j'ai les disquettes de diagnostic de sortie à côté. C'est un problème que je vais regarder en parallèle et hors vidéo. Je regarde avec Fabien sur le forum config CFG, le système CFG, pardon. Donc c'est sans plus attendre que je vais démonter la machine pour en extraire le lecteur Amiga 2 et on va pouvoir regarder de près qu'est-ce qu'a ce lecteur. Je vous retrouve un peu plus tard. Donc voici l'intérieur de la machine, tant que je suis en train de la démonter. Elle est relativement propre, hein. Je l'ai toute restaurée en mai 2019. Donc au bout on a sa carte Hercule. Ensuite j'ai mis une carte son, mais je la remplacerai dès que j'aurai récupéré ma carte Sound Blaster que j'ai prêtée. Parce qu'en période de confinement je ne peux pas aller la chercher. Ensuite, on a un contrôleur série parallèle, puis enfin le contrôleur pour disque RLL et floppy, qui est une carte longue. J'ai mis en dessus le floppy 360, mais c'est le Amiga 2 qui allait en haut celui qui était en dessus, donc je l'ai mis en A, le 360, en attendant de réparer l'autre. À côté, on a un disque RLL de type 2. Voilà, qui fait 20 mégas. Et comme dans tous les IBM, les Normalim avec son bouton rouge pour l'allumer. Voilà, la batterie est cachée dans un sac en plastique ici. Et il y a pas mal de câbles parce que j'ai mis une XT et c'est pas une carte des plus adaptées que j'ai choisi. Je suis obligé de plugger la carte dans le port ISA. Et puis de mettre le bracket à l'arrière et ça tombe au même endroit. Donc j'ai mis un post-it pour faire l'isolation électrique, ce qui n'est pas parfait. Il y a beaucoup de dominos dedans. Ça a été fait par la personne qui possédait la machine avant. Je verrai peut-être à les supprimer. Je n'ai sûrement pas besoin de tous ces câbles. Voilà, donc je vais démonter le bloc de lecteur et puis extraire le lecteur Amiga 2 pour travailler dessus. Donc voici le lecteur extrait de la machine. C'est bien le lecteur Amiga 2. Donc moi ce que je suspecte, c'est qu'on a un problème avec ce moteur là. Puisque quand je positionne l'index 0 correctement, qui est à l'extérieur de la disquette, il est plus aligné quand il arrive sur le 40. Si je place le 40 comme il faut, il est plus aligné quand j'arrive sur le 0. Donc je pense que c'est ce moteur qui tourne plus assez bien et qui doit sauter des pas. Donc je vais commencer par démonter le lecteur, au moins enlever la carte pour pouvoir avoir accès un peu plus loin. Ouh là là, si je commence à tordre. Donc là, un petit cache.
Ensuite, on a des vis ici. Ici. Après, ça doit être tout pour la carte. Les connecteurs sont numérotés de 1 à 8. Donc, il n'y a pas de difficulté à les remettre dans l'ordre, pas d'inquiétude. Donc, on peut les débrancher. Et un seul petit détail, c'est qu'il y a peut-être bien... Non, 5, 6, 7, 8, c'est parfait. Et celui-ci, il est en un seul bloc. Hop, donc voilà. La carte, elle, je pense pas qu'elle ait de problème, donc on va la mettre de côté. Et c'est un type d'entraînement, comme vous avez pu le voir sur le lecteur de l'Amiga, le 1010. C'est le moteur entraîne une plaque, pas une plaque, un truc métallique qui est très souple, mais voilà, qui permet le déplacement de la tête. Au lieu que ce soit un engrenage ou une vis sans fin sur les moteurs positionnés en bout sur les lecteurs plus récents. Donc je pense que c'est sur cet axe que je suis sûr que c'est sur cet axe que le problème se passe. Et ce que je vais faire, c'est que je vais extraire ce moteur et voir ce que je peux trouver. Je connais pas bien encore tout le montage de ce... donc si je démonte ça, je vais déjà perdre l'index. Mais ça va être nécessaire. Il faut que je comprenne comment il est roulé sur l'arbre. C'est ce petit morceau là. Donc je pense qu'il va falloir le dévisser d'ici. Et délicatement essayer de le sortir. Voilà. Voilà. Donc il est... J'avais probablement pas besoin de l'enlever sur l'arbre. Maintenant la tête est libre. Oui, il est là. J'ai comme dans l'idée que ça va pas être si simple à remonter que ça. Ah si, probablement. Est-ce que je peux l'enlever totalement? Non, parce que il passe dans lui-même, donc c'est pas si simple que ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de démonter les fixations du moteur. Oh, bon, en fait, c'est relativement simple à l'enlever. Donc maintenant, il va falloir trouver laquelle c'est. Donc le petit Colson, il va sûrement, je vais sûrement être obligé de l'ouvrir. Ça, si je pousse, voilà, je peux enlever la petite pièce qui tient. Ah, je dois couper, excusez-moi. Donc voilà, on se retrouve. Tout ce que j'ai eu le temps de faire, c'est d'enlever le petit Colson qui était autour des câbles. Voilà, interrompu. Donc le moteur est branché, c'est la pin 1. Donc voici le moteur en question. Je vais faire un petit peu de rangement autour en poussant le lecteur. Je vais mettre la carte avec ses vis. Et laisser les vis du lecteur du moteur à part. Il n'a pas l'air abîmé, mais je vais quand même le démonter plus avant.
pièce ici. Hop. Ensuite, on voit qu'il est tenu par 2 écrous. Non, ça va pas le faire. Faut que j'aille chercher, faut que je trouve un... Est-ce que c'est le bon diamètre? Non. Ouais. Il y a une petite rondelle. Le problème de ces moteurs, c'est souvent que les roulements grippent et qu'ils sautent des pas. Et j'ai dans l'idée que c'est ce qui se passe avec ce moteur. Donc ensuite, ouais, ensuite ça devrait peut-être dévisser. Je dis bien peut-être. Ah non, 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 ça ne veut pas. Comment est-ce que je vais faire alors? Essayer un autre. Une autre vis. Ah non, elles doivent être collées les vis. Hein. Je vais réfléchir un petit peu à comment je vais me débrouiller. Bon ben non, j'ai beau prendre les gros outils, j'ai pas réussi à le démonter, mais j'ai mis du nettoyant en contact, pas mal des deux côtés là pour essayer pour voir s'il tournait mieux. Bon, bah, il tourne plutôt mieux, je trouve. Puis j'ai collé un petit peu de lubrifiant aussi. Bon. Je sais pas si je peux y faire beaucoup plus, mais les vis sont vraiment très bien collées. Hein. Tout ce que je fais, c'est je foire les têtes, mais j'arrive pas à les avoir. Hein. C'est serré très fort. Hein. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le remonter et puis je vais réessayer à nouveau de l'aligner. Cette fois, je vais le brancher sur le cryoflux. C'est vraiment plus facile de voir les pistes qui sont lues, les pistes qui ne sont pas lues et de corriger l'alignement. Je trouve avec le cryoflux, il affiche des infos qui sont pas mal. Donc je vais vous couper le temps de remonter tout le lecteur et puis ensuite on ira l'essayer sur le cryoflux. À noter quand même, pendant que je suis en train de le remonter, ce que je vois, c'est que il y a un réglage ici qui permet de changer jusqu'où la tête peut se déplacer. L'axe rentre en butée sur la petite pièce plastique, dans les deux sens. Donc, faudra aussi s'intéresser à régler ça. Je vais le mettre au milieu, comme il était. Et on verra ça avec le cryoflux, l'alignement. Donc voilà le lecteur branché sur le cryoflux. Et si on regarde l'écran, on peut voir que il est décalé d'une piste sur la tête 1, sur la tête supérieure, et qu'il ne lie pas la tête inférieure. Donc on va essayer de déplacer un tout petit peu le moteur pour essayer de corriger ça. Voilà, j'avance doucement. Donc en décalant ces deux vis là et en décalant légèrement le moteur dans cette direction-ci, mais de vraiment d'un dixième de millimètre, j'ai réussi à peu près aligner les pistes. Donc on voit que il lie encore une piste décalée.
track 6 alors il a 7 alors qu'il s'attend à trouver la 6. Donc je suis encore pas bon, faut que je continue. Allez, on réessaye. Et voilà, il lit ma disquette. Bon, faut s'attendre à trouver quelques secteurs défectueux, un autre lecteur en avait trouvé. En fait, voilà, il suffisait de réaligner pendant que le cryoflux est en train de lire les pistes. Il faut avoir ses vis de chaque côté légèrement desserrées, mais très légèrement. Et ensuite taper tout doucement pour faire bouger le moteur d'un quart de millimètre, d'un dixième de millimètre, jusqu'à ce qu'il tombe sur la bonne piste. Tout simplement. Ensuite, il y a les butées à régler, qui est la vis ici. Mais je n'ai pas touché encore, je l'ai mis au milieu. Pour l'instant, ça a l'air d'aller. Je vais attendre qu'il arrive jusqu'à la piste 80. Et ça permettra de voir s'il lit jusqu'au bout. Donc voilà pour le moment. Mais en tout cas, c'est un lecteur IBM qui est reparti. Voilà, j'ai remis les deux disques dans le bon sens dans lequel ils seront montés dans la machine, c'est-à-dire le 1 méga 2 dessus et le 360 en bas. Je voulais juste vous montrer voilà, les étiquettes arrière des deux disques, des deux lecteurs de disques IBM. Et je vais remonter ce paquet de deux disques, pas tout de suite dans la machine parce qu'il faut que je débug l'autre problème. On se retrouve plus tard. Voilà, en fait, finalement, j'ai démonté la carte mère pour le problème de batterie qui ne sauvegarde pas mon setup. Avec donc ce plan, je l'ai eu avec l'aide du forum Système CFG, qui ont très gentiment partagé ce schéma, qui est le schéma de la batterie. Et donc, si on y regarde tout de suite, on a une connexion entre la pin 1 de la batterie et la diode C4 qui se trouve ici et la pin 1 de la batterie qui est là. Et si je check la connexion, eh ben, on n'a absolument rien. Si on vérifie le ground qui arrive, on le voit ici qui arrive sur CR1. Là, c'est bon. Mais la connexion du 5 volts sur CR4, pas bon. Et j'ai vérifié toutes les pins aux alentours, ça n'arrive pas. Donc, ce que je vais faire, c'est je vais retourner la carte mère et je vais faire un patch derrière de cette pin-là à la pin d'arrivée de C4, c'est-à-dire de ce côté-là. Je vais faire cette liaison-là. Et je vais en profiter pour rajouter la résistance de 6,8 kg. Qui normalement est inclus dans la batterie et qui permet de limiter le courant en cas de souci avec la batterie. Ça lui permet de délivrer 1 mA maximum. Donc je vais en profiter pour inclure la résistance dans ce patch. Voilà, donc je vais faire ça derrière la carte et puis en espérant que ça corrige mon problème de sauvegarde du setup. Maintenant, si on regarde derrière la carte mère, donc on a le connecteur qui est ici. On a, je crois, oui, la pin de masse qui est celle-ci et elle est bien reliée à CR1 qui doit être là. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est connecter cette pin-là qui est la pin 5 volts. 1, 2, 3, 4 à CR4 qui est ici. Pour ce faire, je vais partir d'une résistance ici que je vais mettre dans une gaine thermo et ensuite je vais prendre un bout de fil. Bon, j'en ai pas des si fins que ceux que utilisait IBM pour faire les patchs sur les cartes mères, mais je vais continuer avec un fil comme ça jusque là. Voilà, donc j'avance un tout petit peu et je vous montre après. Donc voilà, j'ai soudé ma résistance ici, je l'ai laissé dans une gaine thermo. Puis j'ai soudé mon fil au bout et je vais redescendre la gaine thermo dessus pour finir de protéger tout ça. Et ensuite je vais couper et aller, on va essayer de faire ça proprement, le plus droit possible, aller se poser sur
1, 2, 3, 4. La quatrième, ici, là. Voilà qui est fait. Donc maintenant, entre la pin plus et CR4, si je mesure, j'ai bien 6,8 kg. Donc j'ai la protection. On va quand même vérifier de l'autre côté. Pin 1, 3, CR4. Donc c'est bon. On va pouvoir essayer la machine comme ceci. Hop, donc on se retrouve devant la machine. Remonter. On va voir si tout fonctionne. Alors déjà, je vais mettre la disquette de diagnostic pour 286 dans le lecteur Amiga 2, parce que c'est son lecteur A. Et on va l'allumer. Ah. Ouf de l'affichage, j'ai eu peur. F1. Ah. Il a booté sur C. Je veux pas qu'il boote sur C, je voudrais qu'il boote sur la disquette. Que NXT2 dedans, donc... Donc F1, A. Et voilà. Il marche le lecteur Amiga 2. Donc on va lui dire non. Avez-vous exécuté la totalité? Non. Date du jour, 1984. C'est la date du 1 Gigi. Alors, nous sommes le 5/4/2020. L'heure, je sais pas. Il est probablement pas loin de midi. Oui. Entrée. Et ben voilà. 1 méga 2 et 360, c'est impeccable. Combien de disques durs installés? 1. Type 2. C'est exact. Est-il un écran monochrome? Oui. Est-il un coprocesseur mathématique? 640 kg. 0 kg d'extended. Les options sont correctes. Appuyez sur Entrée. Et on ne devrait pas avoir à refaire cette opération puisque maintenant la pile est branchée. J'ai testé les tensions bandes de la diode. On a bien 6 volts 20. Ah, le disque. Le disque. Bon, ben je sais pas ce qu'il avait, je l'ai éteint, je l'ai laissé reposer 5 minutes, je l'ai démarré, voilà, il a démarré directement sur le disque dur interne. J'ai ma carte son configurée, donc tout est bon. On a donc le disque de 20 mégas, donc il reste 17 mégas sur celui-ci. Et puis ensuite on a la compact flash. Qui est bootable aussi. Alors on a la partie bootable de la compact flash qui doit faire je sais pas 2 gigas. Ensuite on a deux parties sur la compact flash, CF Data 1 et CF Data 2 qui je crois font 1,5 giga chacun, 2 gigas. Et voilà celui-là, CDEF.
Donc c'est bon, tout fonctionne. Le lecteur fonctionne. La batterie, elle est bien connectée. Donc il ne me reste plus qu'une chose à faire, c'est l'éteindre. On va laisser reposer jusqu'à demain. Et puis on va voir si demain, j'ai besoin de faire un setup à nouveau. Ou s'il fonctionne parfaitement maintenant. Donc, on se retrouve 24 heures plus tard. Et on va démarrer la machine pour voir si ça marche bien la batterie. Suspense. Il check ses unités. Pas de warning. Tout a l'air bon. Et il démarre sur son disque. Sans souci. Impeccable. Donc voilà, cet IBM cette fois est 100% fonctionnel. Il a sa mémoire entièrement 640 kg qui fonctionne. Il a ses deux unités qui fonctionnent et qui sont dans le bon ordre, A et B. Son disque dur qui fonctionne, son écran tout réparé qui fonctionne. Il mémorise son setup et redémarre nickel. Voilà, impeccable. Donc c'est sur cette IBM 5162 entièrement fonctionnelle que je vais vous laisser pour cette semaine. Et je vous dis à la semaine prochaine ou peut-être avant si j'ai d'autres vidéos qui sont prêtes avant. Restez bien confinés et occupez-vous de vous-même et de vos proches. À plus tard.